Le 28 avril 1880, Henry McCarthy, alias Billy the Kid, âgé de 21 ans, n'était qu'à quelques jours d'être pendu pour meurtre. Une grâce promise par le gouverneur du Nouveau-Mexique ne s'était jamais concrétisée, et Billy était désormais sous la garde du shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett, et de 2 adjoints lourdement armés. Jeudi soir, vers 6 heures, 2 gardes sont en service. Pat Garrett leur a répété encore et encore en disant « Faut pas se laisser avoir par le charme de ce type. Peu importe à quel point il est charmant. À la première occasion qu'il aura, il vous tuera tous les deux et s'enfuira. » Billy the Kid était extrêmement intelligent. Il parvenait sans cesse à les pousser à le sous-estimer. Il était en fuite devant la loi depuis l'âge de 15 ans. En seulement quelques années, il était devenu l'homme le plus recherché à l'ouest du Pécosse. Diabolisé par une presse populaire déterminée à assainir le Nouveau-Mexique, Billy était dépeint comme un tueur assoiffé de sang, un vaurien impitoyable et résolu à semer l'anarchie. Il a atteint l'âge adulte à l'époque où le mythe du Far West était en train de se forger. À une époque où les hors-la-loi devenaient célèbres du jour au lendemain dans les pages des romans à 10 sous, il s'est fait une place aux côtés d'hommes comme Jesse James, Butch Cassidy et Wyatt Earp. Il était un rebelle, un hors-la-loi, séduisant et charismatique. Mais il faut distinguer le côté romantique et mythique de Billy de la réalité. Il était un tueur de policiers et il a assassiné des gens. Le jeune homme qui allait devenir le symbole de la liberté et de la rébellion du Far West a probablement vu le jour dans les quartiers misérables et surpeuplés de New York. Il est né sous le nom d'Henry McCarthy, fils d'immigrants irlandais. Sa mère, Catherine, avait fui l'Irlande pour échapper à la famine dévastatrice des années 1840, pour ne trouver que misère et difficultés en Amérique. On ignore qui était le père de Henry, ou comment il est trépassé. Mais Catherine était déterminée à offrir à son fils une vie meilleure que celle qu'elle avait connue. Peu après la guerre de sécession, Henry et sa mère ont rejoint une vague de migrants se dirigeant vers l'ouest à la recherche de nouvelles opportunités. Sur la route, le jeune Henry a découvert comment s'adapter et survivre aux défis exigeants et incertains de la vie d'un pionnier de l'Ouest. Sa mère s'assurait que son fils acquiert les compétences nécessaires en lecture et en écriture. Pour passer le temps, il chantait des chansons folkloriques irlandaises en traversant les vastes étendues de l'Amérique. Attiré par la perspective de richesse, Henry, alors âgé de 14 ans, sa mère et son nouveau mari, un prospecteur nommé William Antrim, s'installèrent dans l'isolé poste de Silver City, situé dans le sud-est du Nouveau-Mexique. En 1873, le Nouveau-Mexique était un territoire des États-Unis depuis plus de 2 décennies. Mais pour les colons américains, tout juste arrivés par la piste de Santa Fe, la région ressemblait à un pays étranger exotique. Dans leurs journaux et carnets, on peut percevoir chez les Américains une attitude très condescendante et méprisante envers cette culture locale. Les Néo-Mexicains avaient la peau sombre, leurs pratiques religieuses étaient mystérieuses, et la civilisation, telle que nous la concevons habituellement, semblait s'arrêter ici. Dans les quartiers animés de la capitale, les discussions des marchands résonnaient en espagnol, en français et en navarro, alors qu'ils échangeaient sur le commerce du bétail. Les habitations rustiques creusées dans les mesas abritaient les Indiens Pueblo, tandis que les Apaches Mescaleros continuaient à parcourir la campagne. Le jeune Henry McCarthy fut captivé par le monde qu'il découvrit et adopta instantanément la culture néo-mexicaine. Il devint une figure familière dans le quartier hispanique de Silver City, connu sous le nom de Chihuahua Hill. En l'espace de quelques mois, il parlait couramment l'espagnol. Il se mit à porter des sombreros et des mocassins perlés, et passait ses soirées à apprendre à danser le fandango mexicain. Il
Il se rendait dans le quartier mexicain de Silver City avec sa mère, Catherine. Ils allaient au bal, dansaient ensemble et chantaient des chansons. Les mères hispaniques, les vieilles tantes et les pères semblaient l'apprécier suffisamment pour le laisser courtiser et danser avec leur fille précieusement protégée. Il avait un charme naturel. On parlait souvent de ses dents légèrement tordues et de la forme de sa bouche, mais elle arborait toujours un sourire. C'est ce que la communauté hispanique soulignait toujours. Il souriait constamment, toujours en train de rire. À seulement 15 ans, Henry dut faire face à la maladie grave de sa mère, atteinte de tuberculose. Elle avait espéré que l'air sec des montagnes, descendu des Rocheuses pour se poser sur les vallées, restaurerait sa santé. Mais la phtisie galopante, comme on l'appelait alors, fut trop implacable pour Catherine. Elle mourut à Silver City, en 1874. Une fois Catherine décédée, le beau-père, William Antrim, ne se soucie guère de l'éducation de son beau-fils. Et il l'abandonne complètement. Orphelin dans une ville minière dure et éphémère, Henry ne tarda pas à chercher les ennuis, ou à ce que les ennuis le trouvent. Dans les saloons et les bordels du centre-ville, il se débrouillait pour gagner quelques dollars de toutes les manières possibles. Le soir, il dormait dans des pensions, entouré d'une rotation constante d'étrangers. L'un d'eux, un voleur de petite envergure et débrouillard nommé Sombrero Jack. L'après-midi du 4 septembre 1875, Henry fit le guet pendant que Sombrero Jack cambriolait une blanchisserie chinoise. Lorsqu'un inventaire minutieux de sa chambre révéla un revolver chargé dissimulé parmi les objets volés, l'évidence était accablante. La découverte ne laissa aucune place au doute, et, en quelques heures à peine, Henry se retrouva menotté, emporté par les autorités. Seul dans une cellule exiguë de 4 mètres sur 5, Henry pouvait entendre l'agitation du centre-ville de Silver City à travers la petite fenêtre grillagée. Il savait qu'il pourrait s'écouler jusqu'à 3 mois avant qu'un juge itinérant n'arrive dans cette région du Nouveau-Mexique. Pour un garçon de 16 ans, cela semblait une éternité. Mais l'un des traits caractéristiques du kid était sa capacité à tromper les gens. Il parvenait à leur faire croire qu'il était insignifiant. Donc, il réussit à amadouer le garde de la prison, qui lui accorda un peu de temps hors de sa cellule. Une fois le champ libre, Henry, qui ne pesait pas plus de 60 kilos avec ses bottes, força son corps frêle à grimper dans la cheminée. S'il était resté sur place, il aurait probablement écopé d'une simple tape sur les doigts. Mais avec cette évasion, il devint un homme recherché à seulement 16 ans. Il décida de se diriger vers l'ouest, en Arizona, où il espérait repartir à zéro. Mais sans cheval, sans armes et avec peu d'argent, il était en cavale à travers certaines des terres les plus hostiles du pays. Cet endroit était si dur, si sauvage, si dangereux que simplement rester en vie relevait de l'exploit. C'était un endroit où tout le monde était contre vous. Ce paysage ne pardonne pas à ceux qui ne peuvent pas faire face à l'environnement, à sa rudesse, à son désert impitoyable. Il fallait être un individu unique pour survivre dans un tel environnement. Après 800 km de désert impitoyable, Henry arriva dans un poste militaire isolé en Arizona, connu sous le nom de Camp Grant, où il interrompit sa cavale suffisamment longtemps pour chercher un travail honnête. Comme beaucoup de jeunes de son époque, Henry rêvait de devenir un cow-boy. Mais apparemment, il n'était pas très doué dans ce domaine, car le meilleur travail qu'il semblait pouvoir obtenir était celui de cuisinier sur la ligne de ravitaillement. Il le trouvait trop petit et frêle pour travailler aux côtés des autres. Une fois de plus, Henry se retrouva à chercher des moyens de gagner de l'argent par tous les moyens. Il devint un joueur habile et un expert du bonneteau. Il se lia également avec une bande de hors-la-loi chevronnés qui lui enseignèrent les subtilités du vol de chevaux. Bientôt, il gagna suffisamment pour s'offrir l'objet qui lui serait le plus essentiel pour survivre, un revolver. From the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the break of day. Dans les années qui suivirent son évasion de la prison de Silver City, Henry commença à se faire un nom en tant que hors-la-loi.
Il s'était mis à porter une bague de joueur à son petit doigt et des foulards aux couleurs vives autour du cou. Il passait ses nuits à fréquenter d'autres durs dans des salons bruyants où il hérita du surnom de The Kid. Le soir du 17 août 1877, The Kid franchit une ligne dont il ne pourrait jamais revenir en croisant un voyou local nommé Frank Cahill. Cahill était un véritable fanfaron, bruyant et provocateur. Il trouvait amusant de malmener le petit gars pour divertir les autres clients, mais il le fit une fois de trop. Les choses s'envenimèrent, et Cahill finit par le plaquer au sol et le frapper. Pendant ce temps, The Kid essayait discrètement de saisir le pistolet à sa ceinture. Cahill tenta de l'en empêcher, mais en vain. Un coup dans l'abdomen est une façon terrible de mourir. Cahill mit toute la nuit à succomber à ses blessures, mais à ce moment-là, The Kid avait déjà pris la fuite. C'est une toute autre affaire que de voler quelque chose dans une blanchisserie. Il avait désormais de bonnes raisons de craindre d'être capturé. Il était en cavale, même si en restant, il aurait pu plaider la légitime défense. Mais il n'était pas prêt à prendre ce risque. Il avait subi un baptême rapide et brutal, passant du statut d'orphelin à celui de bandit. Désormais, il ne pouvait compter que sur son intelligence, son revolver et son cheval. En 1877, chevauchant une jument grise volée, The Kid traversa la frontière de l'Arizona pour revenir au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est un endroit idéal pour un fugitif. Les distances y sont immenses, et il existe une multitude de lieux où se cacher. C'est essentiellement un terrain de jeu idéal pour un maître de l'évasion, surtout si vous êtes bien vu des locaux. Si vous parlez leur langue et que vous avez su gagner leur affection, cela devient un atout majeur. Il avait changé de nom et se faisait désormais appeler William H. Bonney. Discrètement, il traversa le territoire, prenant un repas là où il le pouvait et comptant sur l'hospitalité des fermiers hispaniques, dont les ranchs parsemaient la campagne depuis des générations. Mais les temps changeaient au Nouveau-Mexique. À la fin de la guerre de sécession, des hommes d'affaires américains avaient afflué dans le territoire, cherchant à tirer profit de ces vastes nouvelles terres. Les hommes de ce nouvel établissement anglo-saxon devinrent rapidement les plus grands propriétaires fonciers du Nouveau-Mexique, souvent en arrachant des terres aux ranchers hispaniques avec l'aide de banquiers peu scrupuleux. Et, lorsque tout le reste échouait, par l'usage de la force armée. C'était incroyable de voir tout ce que ces hommes contrôlaient. Certaines des propriétés foncières les plus lucratives se trouvaient dans le comté de Lincoln, le plus grand comté du Nouveau-Mexique. Pendant la dernière décennie, le comté entier avait été dirigé par des immigrants irlandais coriaces, Lawrence Murphy et James Dolan. Leurs affaires tournaient principalement autour de l'élevage de bétail et des contrats gouvernementaux pour la viande de bœuf. Mais il n'était presque pas question de dépenser $1 sur 30 000 km² sans qu'il n'en ait une part. L'entreprise de Murphy et Dolan prit le nom de The House, en référence à leur siège social, un grand bâtiment en charpente de bois situé dans la ville de Lincoln. The House possédait tout dans le comté, et ils avaient pratiquement le monopole. Ils n'avaient aucune réelle concurrence. Ils régnaient sur le lieu comme un fief. Ils étaient bienveillants envers leurs amis, mais pour les autres, il valait mieux se méfier. Il ne fallait surtout pas se mettre en travers de leur chemin. Mais quelqu'un commençait à se mettre en travers de leur chemin. John Tunstall, un jeune homme de 23 ans, fils d'un riche marchand britannique, était récemment arrivé en ville avec de grands projets pour bâtir un empire du bétail et des fonds apparemment illimités pour les réaliser. Bien qu'il fût jeune et ait peu d'expérience dans l'élevage, Tunstall savait que rivaliser avec The House pouvait devenir brutal. The Kid arriva à Lincoln en 1877 et fut rapidement arrêté. Il fut emprisonné pour avoir volé des chevaux au ranch de Tunstall. Mais à la grande surprise de The Kid, au lieu de porter plainte contre lui, Tunstall lui offrit un emploi. L'un des commentaires que Billy fit plus tard était que Tunstall était le seul homme qu'il avait traité comme s'il était quelqu'un de respectable et blanc. Il ne le considérait pas comme un vaurien, une racaille ou un voleur de chevaux, mais comme un être humain. Et pour quelqu'un comme Billy, un adolescent, c'était quelque chose de vraiment, vraiment important. The Kid s'associa à un groupe de jeunes hommes, tout aussi marginalisés que lui. Ces vagabonds parcouraient les plaines, cherchant à survivre en se débrouillant comme ils pouvaient. Ensemble, ils apprirent à devenir de véritables cow-boys. La nuit,
Ils racontaient des histoires et dormaient à la belle étoile. Tunstall leur fournissait de l'argent pour qu'ils aient des bottes et des balles. Mais surtout, il leur offrait la promesse d'un avenir. Mais pour Murphy et Dolan, les deux immigrants irlandais qui avaient régné sans partage sur le comté pendant des années, l'idée qu'un Anglais fortuné vienne empiéter sur leur territoire était inconcevable. La première chose à retenir à propos de Murphy et Dolan est qu'ils ont grandi dans la campagne irlandaise. Ils ont vécu ce qui est proportionnellement la famine la plus meurtrière de l'histoire humaine. Une telle expérience ne rend pas les gens gentils, elle les rend incroyablement impitoyables. Elle leur donne une fin extraordinaire, une fin de ne plus jamais revivre cela. The House a concocté un plan pour se débarrasser de Tunstall une fois pour toutes. Ils ont enrôlé le shérif William Brady pour exécuter une ordonnance judiciaire fictive saisissant tous les chevaux et bétail de Tunstall. L'après-midi du 18 février 1878, John Tunstall monta en ville pour contester la revendication sur sa propriété. En route, il se retrouva face à la bande de shérifs. Lorsqu'il découvre Tunstall, il s'avance naturellement pour leur parler. C'était un homme qui croyait véritablement que la loi le protégerait. Il ne lui laisse aucune chance. Il le descend de cheval par balle. C'est ainsi que fonctionne la loi dans le comté de Lincoln. L'un d'eux est descendu de cheval, s'est approché et a tiré une balle dans sa tête. Puis, par pure méchanceté, ils ont abattu son cheval. Ils ont disposé les corps comme si l'homme et le cheval prenaient une sieste ensemble. Ils ont placé le chapeau de Tunstall sous la tête du cheval et plié le manteau de Tunstall sous sa tête. Et ils pensaient que c'était une bonne blague. Le gang de Tunstall récupéra son corps sans vie et l'enterra sur son ranch. Pour Billy, cet événement révéla une vérité brutale sur le fonctionnement du monde au Nouveau-Mexique. À ses yeux, Murphy, Dolan, la maison et tout le système étaient irrémédiablement corrompus. Il conclut un pacte avec Dick Brower, Doc Scurlock et les autres hommes qui avaient travaillé pour Tunstall. Ensemble, ils formèrent leur propre armée de cow-boys. Se faisant appeler les régulateurs, ils jurèrent de rendre leur propre justice, déterminés à faire payer ceux responsables de la mort de Tunstall. Billy avait une qualité qui surpassait toutes les autres, sa loyauté. Il était profondément loyal envers tous ceux qui lui donnaient l'occasion de l'être. Et lorsque Tunstall fut tué, cette loyauté se transforma en une détermination féroce. Billy était animé par un seul objectif: obtenir vengeance pour l'homme qui lui avait donné une chance et l'avait traité avec respect. Il était déterminé à traquer chaque homme impliqué dans le meurtre de Tunstall. Il avait une liste bien précise de cibles qu'il comptait éliminer, une par une, pour rendre justice à son mentor tombé. En tête de leur liste figurait William Brady, le shérif du comté de Lincoln, que le groupe tenait pour responsable d'avoir ordonné le meurtre de Tunstall. Le 1er avril 1878, les régulateurs ont enfin eu l'occasion de régler leur compte. Ce jour-là, le shérif Brady, accompagné de plusieurs de ses adjoints, effectuait sa promenade matinale habituelle dans la rue principale. Les régulateurs connaissaient ses habitudes et savaient qu'il empruntait ce chemin chaque jour. Dissimulés derrière un mur en adobe, Billy et ses compagnons attendaient leur moment pour agir. C'était un assassinat, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi aurait-il pensé que Brady méritait mieux après qu'il ait envoyé des tueurs connus pour assassiner Tunstall? Brady était un meurtrier, même s'il portait une étoile de shérif. Ils pensèrent que la seule façon d'obtenir une véritable justice dans cette région était d'éliminer l'ancienne loi et d'imposer leur propre justice. Ce qui avait commencé comme une vendetta familiale, alimentée par une rivalité ancienne entre les Irlandais et les Anglais, a rapidement dégénéré en anarchie. Les régulateurs et la maison se livraient à une véritable guerre de gangs, s'embusquant mutuellement dans la campagne et s'affrontant au cœur de la ville. À chaque confrontation, le nombre de morts ne cessait d'augmenter. En seulement quelques semaines de combat, la presse a commencé à appeler ce conflit la guerre du comté de Lincoln. Il y avait beaucoup de ressentiment dans cette situation. Et bien sûr,
Cela n'est pas unique aux Irlandais et à l'anglais Tunstall, mais il y avait également beaucoup de tensions entre les Mescaleros et les Hispaniques. Il ne fallait pas grand-chose pour déclencher une dispute, et c'est pourquoi tant de cadavres s'accumulaient si rapidement. La loi s'était complètement effondrée dans le comté de Lincoln. Il n'y avait vraiment plus aucune apparence d'ordre ou de justice. Chaque fils de chien là-bas voulait tuer quelqu'un. The Kid a vu beaucoup de ses amis mourir dans cette violence incessante. Simplement en restant en vie, il est devenu l'un des leaders des régulateurs. Et ce faisant, il s'est forgé une réputation de combattant redoutable. Ce qui est remarquable chez Billy, c'est qu'il était le seul parmi les soldats à participer à chaque escarmouche. Chaque combat, chaque confrontation. Il était toujours là, et il ne cessait de s'améliorer. Il se laisse complètement entraîner par la logique de ce conflit, et il agit comme l'ont fait les jeunes de son âge à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'il se bat pour les morts. Il continue parce que ses amis ont été tués. C'est une guerre extrêmement intense et incroyablement intime. Se fondant dans l'obscurité des nuits du Nouveau-Mexique, The Kid trouvait toujours réconfort et refuge auprès des éleveurs hispaniques. Dans les petites fermes de moutons autour de Lincoln, il devenait une figure héroïque dans une autre lutte. Les Hispaniques voyaient en lui quelqu'un qui combattait leurs ennemis. Les personnes contre lesquelles il se battait, même celles qui étaient du côté de la loi, étaient des escrocs. Et les Hispaniques le savaient. Ce n'étaient pas de nobles citoyens exemplaires qui étaient abattus. Il s'attaquait à des individus qui avaient volé tout un pays. Il luttait contre ceux qui leur avaient dérobé leurs terres. Les Hispaniques lui offraient un abri et le cachaient. Ils ont su utiliser The Kid et façonner un héros à une époque où les héros se faisaient rares, une époque où il n'en avait pas. 5 mois après le meurtre de Tunstall, la violence de la guerre du comté de Lincoln atteignit son apogée. Un siège sanglant au centre de Lincoln, connu sous le nom de la Grande Tuerie, fit 5 morts supplémentaires. Pour les politiciens et hommes d'affaires américains inquiets dans le territoire, la violence des justiciers nuisait aux affaires et devait être stoppée. Par conséquent, des inculpations furent prononcées contre The Kid et 3 autres régulateurs pour le meurtre du shérif Brady. Pourtant, le bain de sang continua sans relâche. Tous ces meurtres et ce chaos finirent naturellement par parvenir jusqu'à Washington. Et la réponse du gouvernement fédéral fut claire. Il fallait y mettre un terme. Le président Rutherford Hayes prit personnellement les choses en main en désignant un nouveau gouverneur pour le territoire du Nouveau-Mexique, l'ancien général de l'armée de l'Union, Lewis Wallace. Il commença à recueillir les témoignages de tout le monde. Il voulait savoir qui avait tué qui et quand, mais personne n'osait témoigner. Tout le monde avait peur. Finalement, il trouva un témoin disposé à témoigner. Dans Lew Wallace, le gamin vit une opportunité de blanchir son nom. Il écrivit une lettre au gouverneur, lui proposant de témoigner contre des membres de la maison en échange d'une grâce complète. Il essayait de ne plus être en cavale et de rentrer dans le droit chemin. Il exprimait son désir d'arrêter toutes ses activités en disant qu'il voulait simplement vivre une vie normale. Il ajoutait avec désespoir qu'il n'avait même pas 20 ans et qu'il ne souhaitait pas mourir. Wallace accepta l'accord et le gamin comparaît devant un grand jury. En partie grâce à son témoignage, plus de 200 inculpations, dont beaucoup pour meurtre, furent renvoyées contre 50 hommes, y compris le leader de la maison, Jimmy Dolan. Mais au moment de concéder la grâce à Billy, Wallace avait disparu. Il était retourné au manoir du gouverneur à Santa Fe, laissant le sort du gamin entre les mains des autorités de Lincoln. Avec le gouverneur parti, le procureur du district local, un proche associé de Murphy et Dolan, abandonna la plupart des charges contre les membres de la maison. Cependant, les inculpations contre The Kid et les régulateurs restaient en place. Mais avant que Billy ne puisse être repris en détention, il s'échappa de la ville. Lors du dernier rassemblement du gang, les régulateurs décidèrent tous de quitter le Nouveau-Mexique. Cependant, Billy répondit qu'il allait rester et qu'il allait trouver un moyen de s'établir. Par conséquent, il retourna voler des chevaux et dérober du bétail, devenant rapidement une nuisance pour les riches éleveurs anglo-saxons du territoire. The Kid reste un rebelle constant, n'ayant jamais reculé face à la maison. Et il ne reculera pas maintenant. Il est devenu un véritable souci pour la structure de pouvoir au Nouveau-Mexique. Et donc,
ils sont déterminés à en finir avec lui. Au cours des mois suivants, les journaux étaient remplis de récits sur The Kid, en grande partie exagérés. Il était décrit comme un méchant meurtrier terrorisant la campagne, un maudit désespéré déterminé à l'anarchie, à la tête d'un gang impitoyable de criminels. Il n'y avait presque aucun crime violent commis dans tout le Nouveau-Mexique qui ne soit imputé au Kid. Au cours des derniers mois, Billy comptait sur sa relation étroite avec les éleveurs hispaniques à Fort Sumner pour l'aider à échapper à l'arrestation. On disait qu'il était tombé amoureux d'une jeune hispanique de 16 ans, nommée Paulita Maxwell. Il était en quête d'un foyer, d'un endroit où il pourrait enfin se sentir à sa place. Mais cette aspiration restait hors de portée, comme un rêve qu'il n'avait jamais réussi à concrétiser. Pourtant, à Fort Sumner, il éprouvait un sentiment d'appartenance, comme s'il avait enfin trouvé ce refuge tant recherché. À une centaine de kilomètres de là, Pat Garrett devint le nouveau shérif de la ville de Lincoln. Il était un homme ambitieux, en quête de respectabilité, et il voyait l'opportunité de réaliser cet objectif en capturant The Kid. En décembre 1880, Garrett avait rassemblé une bande d'hommes de loi surnommée la Panhandle Posse. Elle comptait parmi ses rangs certains des cow-boys les plus coriaces du Texas. Les journaux suivaient chacun de leurs mouvements, fournissant des détails à un public désormais avide de voir Billy the Kid traduit en justice. Finalement, grâce à une combinaison de furtivité et de travail d'enquête, Garrett parvint à le retrouver. Garrett et son détachement tuèrent deux des amis de Billy, Tom Folliard et Charlie Baudry. Et en quelques jours seulement, ils acculèrent The Kid dans une petite cabane située dans une région désolée connue sous le nom de Stinking Spring. Après une nuit sans nourriture, sans eau et sans feu, The Kid finit par ne plus avoir d'option. Il sortit, leva les mains en l'air et se rendit. La nouvelle de la capture du Kid se répandit à travers tout le territoire. Lorsque Garrett arriva à Las Vegas, au Nouveau-Mexique, avec le Kid enchaîné, le shérif fut accueilli comme un héros conquérant. Des foules s'alignèrent dans les rues pour voir le célèbre chasseur d'hommes et observer le hors-la-loi mythique. Billy fut embarqué à bord d'un train en direction de Santa Fe, où il attendrait son procès pour meurtre. Alors que le train quittait la gare, The Kid, défiant, sourit et éclata de rire, invitant les journalistes à venir lui rendre visite en prison. Billy fut reconnu coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat du shérif Brady. Il fut renvoyé à Lincoln sous la garde de Pat Garrett et de deux adjoints lourdement armés, James Bell et Bob Olinger. À seulement 21 ans, il était un homme condamné, prévu pour être pendu dans quelques jours. Mais il était certain qu'il allait s'en sortir. Tout ce qu'il avait à faire, c'était saisir l'opportunité quand elle se présenterait. L'après-midi du 28 avril 1880, Garrett était hors de la ville pour des affaires du comté et Bob Olinger était de l'autre côté de la rue en train de dîner. The Kid prétexte un besoin pressant d'aller aux toilettes extérieures et Bell accepte de l'accompagner sans poser de questions. Une fois de retour à l'intérieur, alors qu'ils atteignent le sommet des escaliers, The Kid prend l'avantage sur Bell. Billy s'empare du pistolet de Bell. Pris de panique, Bell commence à descendre les escaliers en courant. Mais avant qu'il puisse s'échapper, Billy lui inflige une blessure mortelle. Il prend le fusil de Bob Olinger et court vers l'une des fenêtres, d'où il peut voir de l'autre côté de la rue, s'attendant à ce qu'Olinger ait probablement entendu les coups de feu. En entendant le coup de feu, Olinger a couru depuis la pension. Soudain, il entendit une voix venant d'en haut depuis la fenêtre disant « Salut Bob !» Il est touché par 36 chevrotines, soit environ 100 grammes de plomb. Il est mort avant même d'atteindre le sol. Au moment où il quitte la prison à cheval, alors qu'il disparaît de la vue, il passe alors dans la légende à cet instant. Sa fuite ferait moins d'une journée pour devenir la une des journaux à travers le pays. Il est devenu mondialement célèbre, car instantanément, les gens connaissaient Billy et ce qu'il avait fait. Il fut glorifié et transformé en un personnage mythique. Il y a quelques années à peine, il n'était qu'un jeune orphelin frêle de New York. Maintenant, Billy était l'homme le plus craint du Nouveau-Mexique.
Il savait que ce ne serait pas longtemps avant que quelqu'un ne vienne le chercher, mais il refusait toujours de quitter le territoire. Ses amis le pressaient de partir, de ne pas laisser le soleil se coucher sur lui au Nouveau-Mexique, mais il ne fit aucun effort pour s'échapper, bien qu'il aurait pu. Tout le monde savait exactement pourquoi il faisait cela. 2 mots. Polita Maxwell, sa véritable amour. Il n'allait pas descendre au Mexique. C'était ce qu'il y avait de plus intelligent à faire, mais parfois, un jeune homme n'est pas toujours raisonnable. Parfois le cœur commande, et je pense que c'était certainement le cas ici. Cela faisait près de 3 mois depuis que Billy s'était échappé de Lincoln. Certains se demandaient si Pat Garrett avait trop peur d'aller le chercher à nouveau. Mais Garrett attendait son moment et savait exactement où se trouvait Billy. Il continuait à recevoir des informations persistantes de Fort Sumner selon lesquelles The Kid était là-bas. Il s'avéra que les informations provenaient de Pete Maxwell, le grand frère de Polita, qui n'approuvait pas la relation. Finalement, Garrett décida qu'il devait passer à l'action. Garrett et 2 nouveaux adjoints se dirigèrent vers le nord le long de la rivière Pecos. Ils arrivèrent à Fort Sumner à nuit du 14 juillet 1880 et se rendirent directement à la maison Maxwell. Garrett plaça ses 2 hommes sur le porche avant. Pour ne pas être remarqué, il s'introduisit par l'arrière et trouva son chemin jusqu'à la chambre de Pete Maxwell. Au même moment, Billy approchait du porche où se tenaient les hommes de Garrett. Il aperçut 2 silhouettes accroupies et demanda qui c'était, mais aucune réponse ne suivit. The Kid recula encore, et finit par se retrouver dans l'encadrement de la porte. Garrett leva son arme, pointant droit sur Billy the Kid, puis il tira. Billy tomba lourdement sur le sol, les yeux écarquillés, une question encore hésitante sur ses lèvres. Oh, bury me not on the lone prairie where the coyotes wail and the wind blows free. And when I die, don't bury me 'neath the western sky on the lone prairie. Les habitants de la communauté locale étaient horrifiés par ce qui s'était passé. Ils aimaient vraiment Billy. Ils ressentaient qu'il était l'un des leurs. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Des prédicateurs aux chairs jusqu'aux enfants dans les cours d'école. Tous racontaient comment le légendaire hors-la-loi Billy the Kid avait été abattu. Pour avoir tué Billy the Kid, Pat Garrett jouit d'une célébrité momentanée en tant que plus grand homme de loi d'Amérique. Mais en 1908, accablé par des dettes de jeu, il fut mystérieusement abattu le long d'une route isolée dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour les grands hommes d'affaires à Santa Fe, le progrès économique a mis du temps à atteindre le territoire, et il devait attendre encore 30 ans pour l'État du Nouveau-Mexique. La maison et son empire de bœuf feraient faillite, et les noms de Lawrence Murphy et James Dolan disparaîtraient de la mémoire. Seule la légende de Billy the Kid continuerait. C'était Henry McCarthy qui est mort. C'était Billy Bonney qui est mort. Billy the Kid a continué de chevaucher, et il chevauche pour toujours. Je sais que certains viendront et diront qu'il est étrange de voir comment les gens glorifient un meurtrier. C'est difficile de juger sans connaître les circonstances entourant la vie d'un homme. Si vous grandissiez à une époque et dans un endroit où il fallait tuer ou être tué, il est possible que vous choisissiez de ne pas tuer, mais cela pourrait signifier que vous seriez tué, et très probablement que vos proches aussi. Parfois, la seule option pour vivre est de choisir de tuer. Ce n'est pas seulement une décision personnelle. Il s'agit aussi de protéger ceux qui vous sont chers afin qu'ils n'aient pas à faire ce choix. Il est important de comprendre que chaque fois que l'on tue quelqu'un, que ce soit en légitime défense ou par meurtre froid, il y aura toujours quelqu'un pour pointer du doigt et vous appeler un meurtrier. La réalité est que cette décision est bien plus complexe qu'elle ne le paraît souvent. Aujourd'hui encore, de nombreux hommes et femmes innocents sont accusés et jugés pour des meurtres qu'ils n'ont pas commis.